premier signal qui consiste à dire que le pays prend en compte cette difficulté-là, c'est de prépositionner le GIGN sur une île espagnole de Méditerranée, à Majorque. C'est une réponse, c'est un signal qui consiste à dire qu'on a pris en compte le dossier. Et le GIGN se prépositionne là au cas où il faudrait s'engager en Algérie. Les autorités algériennes s'y sont refusées, au nom de la souveraineté de l'Algérie. Très bien. Alors à partir de là, il n'y avait qu'une solution, c'est de ramener l'avion en France. La seule revendication qu'ils avaient, c'était de décoller. Je crois qu'ils n'étaient pas très entraînés, pas très préparés. C'était de la confusion à tous les niveaux. Et pour cause, le plan du détournement n'a pas été exécuté conformément à ce qu'avait prévu Djamel Zitouni. Au départ, il était prévu de faire monter 10 hommes à bord de l'avion. Mais par manque de temps et par crainte de voir les services de sécurité algériens déjouer l'opération, il a été finalement décidé de ramener le nombre de personnes à 4. Nous avons établi que 10 jours plus tôt, lors d'un accrochage, les forces de sécurité ont neutralisé un terroriste qui devait participer au détournement, l'émir Djamel. Craignant qu'ils n'éventent leur projet durant son interrogatoire, Yahya a décidé seul de précipiter l'opération sans en informer son chef, Abdallah Kronfeld, qui devait commander l'action. Au départ, l'opération était programmée pour le 31 décembre. C'est au maquis, par la radio, que Djamel Zitouni, le chef du GIA, a appris en fin d'après-midi la nouvelle du détournement. Surpris, il improvise alors des communiqués. Ceux-ci n'ont jamais été rendus publics. Dans le premier, il exige la libération des leaders historiques du FIS, Abbassi Madani et Ali Benhadj, ainsi que celle entre autres de l'ancien chef du GIA, Abdelhak Layada. Vers 3h04 du matin, il y avait un cri d'un homme, un cri bestial, d'une bête blessée. Il était tellement déchirant et très fort dans la nuit, surtout que c'était le silence total, que ça m'a traversé tout le corps. C'était un homme de plus d'une 60aine d'années qui venait de perdre la raison. Désormais seul maître à bord, Yahya continue d'exiger que l'avion puisse décoller pour Paris. La famille de Yahya Abdallah n'est pas inconnue. Hassan, son père, est jardinier à l'ambassade de France. Un fonctionnaire français a été convié quelques mois plus tôt au mariage de l'un de ses frères, chauffeur à l'ambassade de France. Ce dernier deviendra par la suite l'émissaire de Djamel Zitouni auprès de l'ambassade de France. Émir des Eucalyptus, l'un des quartiers les plus chauds d'Alger, Yahya a déjà à son actif de nombreuses opérations terroristes. Il s'est notamment illustré en participant à l'enlèvement de 3 agents consulaires français en octobre 1993, puis 4 mois avant le détournement en participant à une attaque kamikaze contre la cité Ain Aila où résidaient des fonctionnaires français. Ce jour-là, avec Djamel Zitouni, ils ont tué 5 personnes. Une grille empêchera Yahya de précipiter contre le bâtiment un véhicule chargé d'explosifs. Il faut comprendre que très rapidement, notre impression est que le danger est à l'extérieur et non pas à l'intérieur. À l'intérieur, le danger, il est connu. Ce sont ces 4 hommes en armes. Mais ça, quelque part, on peut en faire notre affaire. Ce sont des humains, on peut dialoguer, on peut discuter avec eux. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait surtout pas ce que vont faire les ninjas. S'ils vont attaquer, et dans quelle mesure ils vont attaquer. On met un soldat sur le tarmac, bien visible, un peu au loin, et les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'une des hôtesses de l'air d'ouvrir doucement la porte de l'avion. Une fois qu'elle est ouverte, ils mettent la Kalachnikov sur l'épaule de la dame et tirent sur le bonhomme. Et l'hôtesse servait de bouclier.
Bobby me demande d'ouvrir la porte pour tirer à l'extérieur, donc toujours pour faire voir qu'ils ont des armes, qu'ils savent s'en servir, qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Et je vois derrière une petite casemate qu'il y a 2 ninjas, un qui est agenouillé et l'autre qui est debout, et qui tiennent en joue l'avion. Et je préviens Bobby en lui disant « Attention, regarde, ils sont là, faut pas te faire tirer dessus. » Bien sûr, parce que s'il est touché, comment vont réagir les 3 autres ? Donc il faut absolument qu'on les protège. Les autorités françaises se tiennent prêtes à négocier avec les terroristes. On envisage un temps d'offrir une rançon contre la libération des otages. Le GIA, quant à lui, prend l'initiative d'entamer des pourparlers directs avec les autorités françaises à Alger. Abdallah Kronfeld, le chef du commando qui n'a pu participer à l'opération, va rencontrer clandestinement un membre de l'ambassade de France. Dans un communiqué inédit à ce jour, Jamel Zitouni confirme que la rencontre a bien eu lieu. Nous exigeons que le frère Abdallah Kronfeld, négociateur mandaté par le GIA, qui est entré en contact avec l'ambassade de France, monte à bord de l'avion avec son arme afin qu'il prenne toutes les dispositions sécuritaires à même de permettre le succès des négociations. Plus tard, en juin 1995, El Ansar, organe du GIA diffusé à Londres et animé par la mouvance Ben Laden, menace encore la France. L'épisode de l'avion n'est qu'un message qui a permis à quelques jeunes d'enfourcher les montures de l'héroïsme. Ce message portait l'empreinte de jeunes désirant pratiquer un tourisme exhalant le parfum du martyr. Que la France s'attende à recevoir des messages plus clairs, que les enfants de l'adultère préparent des chaises devant leur téléviseur. C'est le même Abdallah Kronfeld qui avait négocié avec l'ambassade de France qui sera chargé par Jamel Zitouni d'orchestrer la campagne d'attentats de l'été 1995 en France. J'avais la vessie pleine et je devais aller aux toilettes. Et c'était le moment que j'appréhendais le plus. Dès que je me suis levé, j'ai vu pointer des doigts partout vers moi. De retour des toilettes, il y a le terroriste qui me demande mon passeport. Je lui ai donné. Et sur le passeport, c'est écrit « un responsable politique ». Et là, il écarquait les yeux, il prend mon passeport et revient avec le tueur. Et là, ça ne badinait plus. Il m'emmène en cabine première classe. J'avais 2 pistolets braqués sur moi. L'un sur la tempe gauche, l'autre sur la nuque. Et à droite, il y avait Yahya qui donnait les instructions. Il m'a demandé de vider mes poches. Je les ai vidées. Il y avait une carte de visite, Farhat, chanteur. Et le bonhomme prend ma carte de visite, il m'a dit « C'est qui ce Farhat chanteur ?» J'ai dit « C'est moi. » « Ah bon ? Tu ne sais pas que dans l'islam, il est haram, c'est péché, que c'est interdit qu'un homme chante ?» J'ai dit « Non, je ne savais pas. » « Personne ne te l'a jamais dit ?» J'ai dit « Non, personne. » Il faut que tu saches que dorénavant, chanter est interdit. J'ai dit si je m'en sors. Il m'a dit tu as tout à fait raison. Parce que de toute façon, on va te buter. Je crois qu'il a eu la bonne réponse. Il a dit aux terroristes, si vous me tuez, c'est au gouvernement que vous rendez service. Ils m'ont emmené dans le cockpit. Le commandant de bord m'explique comment fonctionne la radio. Il faut appuyer pour parler. Allô, la tour de contrôle. Une voix lointaine, pratiquement inhumaine, impersonnelle. Elle répond oui. J'ai dit ce que vous appelez terroriste. Il appuie sur le canon du pistolet sur ma table. Il a dit Moudjahidine. J'ai dit et qui eux se dénomment Moudjahidine s'offusquent du fait que vous ayez promis la libération de leurs chouyours à 10h du matin et il est 10h27. Vous ne l'avez pas fait. Les chouyours, les chefs du fils, bien évidemment pour les autorités algériennes, il est hors de question de les libérer. Et puis ils m'ont ramené à ma place. En me ramenant à ma place, je venais d'échapper à la mort. J'ai pris ma décision dans le courant de l'après-midi.
Et à ce moment-là, j'ai eu toute une série de téléphones avec Alger,